Il y a des nouvelles qui arrêtent le temps. Des mots qu'on lit une fois, puis une deuxième, comme si l'esprit refusait encore d'y croire. C'est pas possible. Et soudain, tout bascule. Avec ce titre, ce n'est pas seulement l'émotion qui surgit, c'est une onde de choc, un silence lourd, presque irréel, qui traverse le cœur du public. Car quand un nom aussi immense que Nathalie Baye se retrouve au centre d'un tel séisme, la stupeur dépasse tout. Et face à cela, la réaction de David Hallyday prend une dimension intime, humaine, bouleversante. Ce que cette annonce a provoqué, personne n'était prêt à l'entendre. Le contexte de ce titre s'appuie sur les informations publiées récemment sur la mort de Nathalie Baye et les hommages qui ont suivi. Et ce qui serre la gorge juste après le choc, ce n'est pas seulement l'annonce elle-même, c'est tout ce qu'elle réveille d'un seul coup. Parce que derrière les mots très courts de David Hallyday, non, c'est pas possible. Laura, je t'aime. Il n'y a pas une simple réaction publiée pour répondre à l'émotion collective. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancien. Une douleur qui ne se met pas en scène. Une douleur qui remonte comme une vague, sans prévenir, et qui emporte avec elle des souvenirs, des visages, des silences, des morceaux entiers d'une histoire familiale que le public croit connaître. Alors qu'il n'en a souvent vu que la surface. Car Nathalie Baye n'était pas, pour David, un nom lointain ou une figure simplement associée à Johnny Hallyday dans les archives des magazines. Elle appartenait à un paysage intime. Elle avait vu grandir David aux côtés de Laura Smet, dans cette constellation familiale si particulière, à la fois exposée et fragile, brillante en apparence mais traversée par des lignes de tension que seuls les proches pouvaient vraiment mesurer. C'est ce qui rend ce message si bouleversant. En quelques mots, on ne voit pas seulement un artiste saluer une immense actrice du cinéma français. On voit un homme atteint au plus près, touché à l'endroit où la mémoire familiale rejoint le chagrin le plus nu. Et puis il y a tout ce passé qui revient, presque brutalement, parce qu'il ne s'est jamais complètement refermé. Lorsque le conflit autour de l'héritage de Johnny Hallyday a éclaté, Nathalie Baye n'était pas restée à distance. Elle avait pris la parole publiquement pour soutenir David et Laura avec des mots très durs, très clairs, qui montraient qu'au-delà des apparences, elle connaissait la profondeur des blessures. Elle décrivait une réalité familiale bien moins lisse que celle montrée au public, affirmant que David et Laura avaient en souffert, tout comme Johnny lui-même. Ce n'était pas une phrase lancée pour faire du bruit. C'était une prise de position grave, presque maternelle, comme si elle refusait que certaines vérités soient recouvertes par le décor. Alors quand cette disparition est annoncée, ce n'est pas seulement une grande actrice qui s'éteint aux yeux du public. Pour David Hallyday, c'est aussi une présence liée à sa demi-sœur, à son père, à toute une part de son histoire personnelle. Et c'est là que tout devient presque impossible à regarder sans être saisi. Parce qu'en un instant, le deuil public et le deuil intime se confondent. L'écran du téléphone devient trop petit pour contenir ce que représente une telle perte. Une photo, quelques mots et derrière eux, un monde entier qui vacille. D'un côté, la France du cinéma rend hommage à une comédienne immense, saluée pour sa carrière, sa justesse, sa place singulière dans le paysage artistique. De l'autre, au milieu de cet hommage collectif, surgit quelque chose de plus fragile, plus humain, plus désarmant. Un frère qui pense d'abord à sa sœur, comme si, dans la violence du moment, il ne restait plus qu'un réflexe. Tendre la main, tout de suite, avant même de trouver les mots pour soi-même. Et c'est précisément à partir de là que l'histoire cesse d'être un simple fait d'actualité pour devenir une scène presque irréelle, une scène où l'on sent que chaque hommage, chaque silence, chaque phrase déposée en public cache encore davantage de douleur en arrière-plan. Et c'est justement là que la scène devient encore plus saisissante. Parce qu'au milieu du choc, au milieu de cette sidération presque irréelle, une phrase revient et change tout dans la façon de regarder ce drame. Pas une grande déclaration, pas un long hommage construit, pas un texte pensé pour émouvoir le public. Seulement quelques mots, mais des mots qui tombent avec une force silencieuse. Laura, je t'aime. Et soudain, ce que l'on croyait être une réaction de tristesse devient autre chose. Cela devient un geste, un réflexe, une main tendue à travers le vacarme. Comme si dans un moment pareil, David Hallyday n'avait pas seulement voulu dire sa peine,
mais protéger sa sœur, l'envelopper d'une présence immédiate, instinctive, presque viscérale. Car derrière cette phrase, il y a plus qu'un lien fraternel. Il y a une histoire ancienne, éprouvée, resserrée par les tempêtes, les absences, les blessures publiques, les silences privés. Et ce qui bouleverse, c'est que Nathalie Baye elle-même avait parlé de ce lien avec une douceur qui, aujourd'hui, prend une résonance presque déchirante. Lors de sa dernière grande apparition télévisée, elle évoquait Laura Smet et David Hallyday avec cette simplicité rare qui dit souvent les vérités les plus profondes. Elle expliquait qu'ils s'aimaient énormément, qu'ils se soutenaient. Rien d'exagéré, rien de théâtral, juste une évidence. Une phrase calme, posée, presque légère au moment où elle était prononcée, mais qui, après coup, semble chargée d'une émotion immense. Et c'est cela qui serre le cœur. Nathalie Baye ne décrivait pas seulement un attachement entre un frère et une sœur. Elle révélait une forme de fidélité intime, une alliance forgée dans le réel, loin des images trop lisses que l'on colle souvent aux familles exposées. Ce qu'elle disait, au fond, c'était qu'entre eux, il existait quelque chose qui résistait, quelque chose de solide, quelque chose que ni les fractures, ni les conflits, ni les regards extérieurs n'avaient réussi à briser. Alors quand David écrit ces mots à Laura, on comprend soudain qu'il ne parle pas uniquement depuis la douleur du moment. Il parle depuis ce lien-là, depuis cette promesse tacite d'être là, coûte que coûte, quand tout vacille. On imagine presque l'instant. L'annonce qui tombe. Le souffle qui se coupe, le téléphone saisi sans savoir quoi écrire. Cette impossibilité de formuler une pensée entière parce que le choc arrive avant les phrases. Et dans ce vertige, au lieu de s'abandonner à une déclaration solennelle, il y a cette adresse à Laura, directe, nue, vibrante, comme si le reste du monde s'effaçait d'un coup. Comme si, face à une telle perte, il ne restait plus que l'essentiel. Dire à l'autre qu'on est là. Dire à l'autre qu'on l'aime. Dire à l'autre qu'il n'est pas seul dans l'effondrement. Et ce détail change la lumière de toute l'histoire. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un hommage rendu à une immense actrice admirée par le public. Il s'agit d'un moment où la douleur devient visible dans ce qu'elle a de plus humain. Pas spectaculaire, pas fabriqué. Juste vrai. On ne regarde plus une actualité racontée à distance. On a l'impression d'assister à une scène intérieure, à quelque chose qui se passe presque derrière les rideaux, là où les familles ne jouent plus aucun rôle, là où les noms célèbres ne protègent plus de rien. Il reste un fils bouleversé, une fille frappée de plein fouet, et au centre de tout cela, le souvenir d'une femme qui connaissait la valeur de ce lien entre eux, qui l'avait vu, qui l'avait nommé, qui en parlait avec une tendresse discrète. Et cette tendresse, brusquement, revient frapper de plein fouet tous ceux qui lisent ces mots sans pouvoir détourner les yeux. Et quand on remonte encore un peu le fil, on comprend que ce vertige ne vient pas seulement de l'affection que tant de gens lui portaient. Il vient aussi du fait que Nathalie Baye n'a jamais été une silhouette passagère dans le cinéma français. Sa place s'est imposée très tôt, presque sans bruit, mais avec une évidence que l'on ne discute pas. Au sortir de sa formation, François Truffaut l'a choisie pour La Nuit américaine, puis la retrouve pour La Chambre verte. C'est là que beaucoup ont senti apparaître quelque chose de rare. Une présence sans démonstration, une façon d'entrer dans une scène sans l'écraser et pourtant de la marquer pour longtemps. Ce n'était pas une ascension tapageuse. C'était plus troublant que cela. Une naissance d'actrice sous les yeux du public, film après film, plan après plan. Puis le cinéma d'auteur et le grand public ont commencé à se rejoindre autour d'elle. Maurice Pialat, Claude Sautet, Alain Cavalier, Pierre Granier-Defer, Bertrand Blier. Les cinéastes qui comptaient voulaient cette intensité calme, cette vérité nue qui semblait ne jamais forcer l'émotion. Avec une étrange affaire, elle décroche un César dans un second rôle, comme si le milieu lui-même reconnaissait déjà qu'elle ne faisait pas que jouer juste. Elle imposait une densité, une tension intérieure, une manière d'être présente qui changeait la température d'un film entier. On ne parlait plus seulement d'une jeune comédienne prometteuse. On parlait d'une actrice capable d'habiter les zones les plus fragiles, les plus troubles, les plus humaines. Et ensuite, il y a eu les œuvres qui l'ont installée au cœur de l'imaginaire collectif. Le retour de Martin Guerre lui donne une ampleur encore plus visible aux côtés de Gérard Depardieu, dans un film devenu une référence du cinéma français. Mais c'est avec La Balance que le choc devient total.
Là, son visage, sa tension, sa façon de faire exister la fatigue, la peur, la lucidité, tout semble converger. Le film frappe, le public suit, et l'Académie des Césars la sacre meilleure actrice. À partir de ce moment-là, Natalie Baye n'est plus seulement admirée par les cinéphiles ou par les metteurs en scène. Elle devient une évidence nationale, une comédienne à la fois reconnue, populaire, immédiatement identifiable, sans jamais perdre cette part de mystère qui empêchait de l'enfermer dans une seule image. Ce qui impressionne encore plus quand on regarde sa trajectoire, c'est qu'elle n'a jamais laissé cette notoriété se figer. Elle s'est déplacée, elle s'est renouvelée, elle a continué à surprendre. Dans Vénus Beauté Institut, elle devient Angèle, femme blessée, lasse, profondément humaine, et retrouve cette justesse qui semble venir de très loin, comme si elle connaissait instinctivement les fêlures ordinaires. Dans Une liaison pornographique, elle atteint une intensité plus secrète encore, au point de décrocher la coupe Volpi à Venise. Puis le petit lieutenant lui offre un autre sommet, un rôle âpre, intérieur, tendu, qui lui vaut un nouveau César de la meilleure actrice. À chaque étape, elle ne répétait pas Natalie Baye, elle déplaçait Natalie Baye. Elle prouvait qu'une grande actrice n'est pas celle qu'on reconnaît toujours, mais celle qu'on redécouvre sans cesse. Et même lorsque son visage traverse d'autres univers, cette force reste intacte. Steven Spielberg la dirige dans Catch Me If You Can. Xavier Dolan l'embarque dans Juste la fin du monde, qui lui vaut encore une nomination au César. C'est cela, au fond, qui a rendu Natalie Baye si célèbre et si impossible à réduire à un seul souvenir. Elle n'a pas été portée par un seul scandale, un seul rôle, un seul moment de grâce. Elle a bâti sa place par accumulation de vérité, par fidélité à une certaine idée du jeu, par cette manière presque inimitable de sembler fragile et souveraine dans le même mouvement. Et quand on repense à tout cela, on voit défiler non pas une carrière abstraite, mais une suite de scènes, de regards, de silences, comme si tout un pan du cinéma français repassait devant nous, vivant encore, incandescent encore. Et plus on remonte en arrière, plus on comprend que cette force si particulière ne s'est pas construite dans une enfance lisse, bien rangée, protégée de tout. Natalie Baye grandit dans un univers d'artistes. Son père et sa mère sont peintres. La maison est traversée par la création, par des rythmes irréguliers, par une forme de liberté qui, vue de l'extérieur, pouvait sembler fascinante. Mais pour une enfant, cette originalité n'a rien d'un décor paisible. Elle racontera plus tard qu'à la maison, on ne parlait même pas du mot « artiste », que son père travaillait quand la lumière était belle, et que, lorsqu'elle allait chez d'autres enfants, elle trouvait leur vie normale presque rassurante. Eux regardaient son quotidien comme quelque chose de dément. Elle, déjà, sentait qu'elle ne grandissait pas tout à fait dans le même monde que les autres. Et puis, derrière cette liberté, il y avait la faille. Une faille intime, profonde, qui traverse tant d'enfance sans faire de bruit au dehors. Ses parents avaient, selon ses propres mots, une immense entente artistique et intellectuelle, mais leur couple, lui, ne tenait pas. Alors elle a grandi au milieu des disputes, avec cette tension qui s'installe dans une maison, avant même que les mots éclatent vraiment, avec cette sensation qu'un orage peut revenir à tout moment. Elle dira qu'elle a vécu toute son enfance, et surtout toute son adolescence dans ce climat-là. C'est peut-être cela le plus troublant. Il y avait du rire, oui, de la fantaisie, une vraie liberté, mais il y avait aussi le vacarme intérieur, celui qu'un enfant absorbe sans savoir encore comment s'en défendre. Comme si cela ne suffisait pas, l'école est devenue une autre zone de fragilité. Très jeune, Natalie Baye confie qu'elle confondait les lettres, mettait les mots à l'envers, restait souvent ailleurs. À l'époque, la dyslexie était encore très mal connue, mais ses enseignants ont repéré qu'il se passait quelque chose, et ses parents ont cherché de l'aide. Plus tard, elle expliquera que ce trouble lui a compliqué le parcours scolaire, qu'il l'a poussée hors des cadres ordinaires, et que le fait d'avoir quitté l'école à 14 ans l'a longtemps embarrassée. On imagine cette adolescente déjà déplacée du centre, pas tout à fait là où les autres avancent, obligée de se fabriquer un chemin à part, dans une époque où l'on comprenait si peu ses difficultés. Pourtant, au lieu de l'éteindre, cette fracture a nourri autre chose. Une imagination immense, une capacité à se créer un monde intérieur, à vivre dans une bulle où la réalité pouvait enfin être transformée.
Et c'est là que la danse entre dans l'histoire, non pas comme une parenthèse décorative, mais comme une fuite, une discipline, presque une survie. Elle quitte tôt l'école et entre dans une école de danse à Monaco avant de poursuivre sa formation ailleurs. On pourrait croire à un élan pur, à une vocation lumineuse. En vérité, là encore, rien n'est simple. Nathalie Baye parlera de la danse comme de l'école de l'humiliation, disant que cela l'a longtemps abîmée, qu'elle y a connu une forme de maltraitance avant de se construire. Autrement dit, même son refuge exigeait d'elle qu'elle endure, qu'elle se redresse, qu'elle apprenne très tôt à tenir debout dans un monde dur. Et lorsque plus tard le succès arrive, on pourrait s'attendre à ce que toutes ces anciennes blessures se taisent enfin. Mais non. Ce qui fait mal ne disparaît pas parce que la lumière arrive. Nathalie Baye a confié n'avoir presque jamais reçu de compliments de ses parents. Sa mère a pu avoir envers elle des mots d'une violence terrible. Son père, lui, ne lui a glissé qu'un compliment rarissime, très tard, après une longue carrière. Elle ne disait pas cela pour accuser, encore moins pour régler des comptes. Elle disait surtout qu'ils avaient souffert d'être des artistes non reconnus, et que cette douleur, chez eux, s'était changée en amertume. Alors tout à coup, l'enfance de Nathalie Baye apparaît autrement. Non pas comme une simple préface avant la gloire, mais comme un terrain accidenté, rempli de manques, de froissements, d'épreuves silencieuses. Un terrain sur lequel une petite fille a dû apprendre très tôt à se fabriquer seule sa propre solidité. Et à mesure qu'on avance dans cette histoire, un autre visage de Nathalie Baye apparaît. Plus secret, plus feutré, presque à contre-jour de la célébrité. Dans sa vie personnelle, il n'y a jamais eu ce schéma bien rangé que le public aime tant projeter sur les femmes célèbres. Un mari, une maison, une image stable, définitive. Chez elle, tout semble avoir toujours résisté au cadre trop étroit. Elle a connu de grandes histoires d'amour, de celles qui laissent une empreinte, de celles qui transforment une existence sans forcément la figer. Philippe Léotard d'abord, amour intense et tourmenté, puis Johnny Hallyday, avec qui elle forme l'un des couples les plus observés de leur époque. Pourtant, malgré ces liens puissants, malgré la passion, malgré les années partagées, Nathalie Baye ne choisit jamais le mariage. Elle l'a dit elle-même, elle n'était pas faite pour une vie entière avec le même homme, dans la même maison. Ce n'était pas une fuite, c'était presque une manière d'être au monde. Un besoin de liberté qui passait avant les conventions. Et au centre de cette vie affective, il y a Laura Smet, sa fille unique. Celle qui relie à jamais Nathalie Baye à Johnny Hallyday, mais surtout celle qui semble avoir occupé un endroit à part, un endroit non négociable. On sent, à travers les récits, que la maternité n'a jamais été pour elle un simple détail biographique ajouté à une carrière déjà immense. Laura n'est pas une note en bas de page dans l'histoire de Nathalie Baye. Elle en est une ligne vive, continue, profonde. Et c'est peut-être pour cela que tout ce qui touche à Laura semble aussitôt toucher au cœur le plus sensible de Nathalie Baye. Leurs liens traversent les années, les secousses, les deuils, les tempêtes médiatiques. Plus tard, ce lien s'élargira encore avec la naissance du petit-fils de l'actrice, comme si la vie, malgré les blessures, avait continué à transmettre quelque chose de tendre, de vivant, de très concret. Et puis, il y a les lieux. Chez Nathalie Baye, les maisons ne sont pas seulement des décors. Elles ressemblent à des refuges successifs, à des respirations nécessaires. Il y a d'abord cet appartement parisien où on la découvre dans une intimité presque inattendue, occupée à cuisiner, entourée de ses chats Pilou et Lola, loin de l'image glacée qu'on colle parfois aux grandes actrices. Paris, chez elle, n'a rien d'un palais inaccessible. C'est un intérieur habité, vivant, traversé par les amis, les œuvres accrochées au mur, les instants simples. Mais on comprend aussi très vite que la capitale ne suffit pas. Elle y travaille, elle y vit, mais elle y étouffe parfois. Alors il lui faut autre chose, une coupure, un endroit où le bruit du monde se retire enfin. Cet endroit, ce fut longtemps la Creuse. Une maison de famille à Vallières, dans le hameau d'Hussard, avec ses murs de pierre, ses volets clairs, son air de retraite silencieuse. Là, avec Johnny Hallyday, elle a vécu des jours que ceux du village n'ont jamais oubliés. On les croisait au bourg, on les laissait tranquilles, on respectait cette bulle qu'il cherchait loin des projecteurs. Johnny aimait cet endroit pour sa liberté, pour son côté intact,
presque sauvage. Nathalie Baye, elle, parlait de cette maison comme d'un paradis sur terre. Ce n'était pas une formule décorative. On sent que ce lieu représentait pour elle bien plus qu'une belle propriété. Une terre de repli, un endroit où reprendre souffle, où redevenir simplement une femme parmi les arbres, la pierre, le silence. Plus tard, le poids des souvenirs deviendra si fort qu'elle s'en séparera. Mais même après cela, cette maison continuera d'exister comme une maison intérieure. Une maison de cœur, celle où une partie de sa vie était restée suspendue. Et entre ces deux mondes, il y eut aussi cette vie en région parisienne, à l'Étang-la-Ville, quand son histoire avec Johnny prenait encore la forme d'un quotidien à deux, presque domestique, presque paisible malgré la démesure de leur nom. C'est cela qui fascine peut-être le plus chez Nathalie Baye. Elle a touché à la lumière, à la légende, à la passion très visible, mais elle n'a jamais cessé de chercher des espaces où disparaître un peu, où se retrouver seule avec elle-même. Pas seule au sens du vide, seule au sens du retrait nécessaire. Comme si, derrière l'actrice célébrée, derrière la mère, derrière la compagne d'hommes célèbres, il y avait toujours eu une femme qui protégeait farouchement un territoire intérieur que personne ne devait entièrement posséder. Et plus on s'approche de son portrait entier, plus on voit apparaître une femme qui ne peut pas se résumer à un seul rôle, à un seul amour, à un seul éclat de carrière. Nathalie Baye, c'est d'abord une naissance loin du tumulte des projecteurs, à Manneville, en Normandie, dans une famille où l'art faisait partie de l'air que l'on respirait. Son père et sa mère étaient peintres, et autour d'elle, très tôt, il y avait donc la création, le regard, la sensibilité, mais aussi cette vie un peu décalée que connaissent souvent les enfants élevés au milieu d'adultes habités par leur monde intérieur. Rien n'y semblait complètement ordinaire, et c'est peut-être pour cela qu'elle a très vite développé cette présence singulière, cette manière de sentir les êtres avant même de les juger, comme si elle avait appris, dès l'enfance, à observer les failles et les nuances derrière les apparences. Puis vient le mouvement. Le besoin de sortir du cadre, de trouver une discipline, une langue du corps avant même celle des mots. Elle commence par la danse, se forme à Monaco, poursuit ailleurs jusqu'aux États-Unis, avant de revenir en France avec quelque chose de plus profond qu'un simple apprentissage technique. Une tenue, une rigueur, une façon d'habiter l'espace. Ensuite seulement vient le théâtre, le cours Simon, puis le conservatoire. Et là, tout semble s'aligner. Non pas comme une trajectoire lisse, triomphale, mais comme une évidence qui finit par trouver sa place. Celle qui avait d'abord appris à se tenir, à écouter, à se déplacer dans le silence, entre dans le jeu dramatique avec une densité déjà rare. Chez elle, on ne sent jamais l'actrice qui veut se faire remarquer. On sent la femme qui comprend instinctivement ce qu'un visage, un retrait, une hésitation peuvent raconter de plus fort qu'un grand discours. Et lorsque le cinéma la saisit, ce n'est pas pour en faire une étoile fabriquée. C'est pour révéler une nature. François Truffaut la remarque très tôt, et cette rencontre agit comme une ouverture décisive. À partir de là, Nathalie Baye entre dans le cinéma français, non pas en le traversant à la marge, mais en y inscrivant peu à peu une empreinte très nette. Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Claude Sautet, Bertrand Tavernier, Bertrand Blier, Xavier Beauvois, Tony Marshall, Xavier Dolan, Steven Spielberg. Ce simple enchaînement de noms dit déjà quelque chose d'immense. Peu d'actrices ont su circuler avec une telle justesse entre le cinéma d'auteur, les œuvres plus populaires et même les productions internationales, sans jamais perdre leur vérité de jeu. Elles pouvaient être dures, lumineuses, fatiguées, ironiques, blessées, solides, et surtout, elles donnaient toujours l'impression de ne jamais tricher avec ce qu'elle incarnait. C'est aussi pour cela que sa biographie se lit comme la construction patiente d'une place devenue incontestable. Plus de 80 films, une carrière étendue sur plusieurs décennies, et surtout une reconnaissance qui n'a jamais reposé sur une seule mode. Elle remporte au total 4 Césars, dont un pour un second rôle dans Une étrange affaire, un pour La Balance et un autre bien plus tard pour Le Petit Lieutenant. Entre ces sommets, il y a encore des nominations, des retours, des prises de risques, des métamorphoses, et cette fidélité à un cinéma exigeant qui ne l'a jamais empêché de toucher un très large public. On la retrouve aussi bien dans des œuvres qui marquent l'histoire du cinéma français
que dans un rôle plus international, comme celui de la mère du personnage incarné par Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. Sa biographie, au fond, raconte cela. Non pas une célébrité passagère, mais une autorité tranquille, gagnée film après film, sans tapage, presque sans forcer. Au fond, derrière le nom, derrière la carrière immense, derrière les images que tout le monde garde en mémoire, il y avait surtout une femme, avec ses blessures, sa force, sa sensibilité, ses combats silencieux. Et c'est peut-être cela qu'il faut retenir aujourd'hui. Ne pas regarder Natalie Baye seulement comme une légende du cinéma, mais comme un être humain qui a touché tant de vies par sa vérité, sa pudeur et son intensité. Alors, si cette histoire vous a ému, si vous aussi vous ressentez ce mélange de tristesse, de tendresse et de respect, laissez dans les commentaires une pensée sincère, un mot du cœur, un souvenir, même très simple. Parfois, quelques mots suffisent pour prolonger la lumière de quelqu'un qui a tant compté. Et si vous aimez ce genre de récits humains, profonds, racontés avec émotion et respect, pensez à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien permet de continuer à raconter ces destins qui nous bouleversent et qui nous rappellent, au fond, à quel point il est important d'aimer tant qu'il est encore temps.